Donc, on a deux personnes invitées que je vous présente à l'instant. Donc, originaire de Fermont, dans le nord du Québec, cette femme a réalisé des reportages dans le monde, autant au Moyen-Orient, en Arctique qu'en Afrique. Elle est l'auteure d'Ils ont vécu le siècle, un recueil dans lequel on retrouve 62 entretiens avec des témoins de grands événements historiques. Elle a aussi publié Ma vie en partage, entretien avec Martin Gray, auteur d'Au nom de tous les miens. Enfin, et surtout, elle aime les aurores boréales, de son art. Accueillons Mme Mélanie Loisel, auteure et journaliste. Je vais vous présenter aussi, dès maintenant, notre deuxième invité qui prendra la parole par la suite. Donc, un ardent défenseur du développement local depuis 45 ans, minimum. Membre fondateur et président de la coopérative d'habitation La Brunante de Racine, il a reçu plusieurs honneurs, dont la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés en 2014. Enfin, c'est un homme, surtout, qui aime prendre une bière avec des partenaires en admirant le travail de la journée. Accueillons M. Gaston Michaud, éveilleur de conscience et auteur. Alors, c'est nos deux personnes invitées. La façon dont on va procéder, chaque personne va prendre la parole durant une quinzaine de minutes. Par la suite, on aura une période d'échange. Et puis, ben voilà, ce sera ça. Donc, on commence avec Mme Loisel. Je ne sais pas si votre micro est allumé. Je vais vous régler ça tout de suite. Voilà. Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être ici cet après-midi avec vous. Lorsqu'on m'a appelé pour m'inviter il y a quelques mois déjà, j'ai accepté sans aucune hésitation, d'autant plus que le thème m'inspirait pour qu'il fasse beau demain. En fait, je vais revenir en 2013 pour vous raconter un peu ce que j'ai fait. En 2013, le ciel était pas mal gris dans ma vie, chez moi. Je venais de perdre mon emploi dans les médias canadiens. Il y a eu plusieurs compressions, Radio-Canada, Le Devoir. Bref, ça faisait une dizaine d'années que j'écrivais dans plusieurs médias. Alors, je me retrouve en 2013, plus d'emploi, plus de copains, plus rien. C'est la galère dans ma vie. Et j'ai une idée qui me traverse la tête. En fait, les dernières années, j'avais énormément voyagé à travers le Québec que j'adore, du Grand Nord, originaire de Fermont. J'avais parcouru le Canada, réalisé de nombreux reportages ici comme à l'étranger. Et ce que j'avais réalisé, c'est lorsque je rencontrais des personnes relativement âgées, elles me racontaient leurs histoires et je me disais, on n'entend jamais ça à la télé, dans nos médias, et ces histoires-là sont en train de disparaître, alors j'ai envie, moi, de les recueillir. On se trouve en mars 2013, alors je me dis, bon, je vais partir recueillir les histoires de ces gens-là, mais comme on est dans les médias et que c'est surtout les gens connus qui attirent l'attention, je me suis dit, je vais viser les plus grands. Je vais viser les anciens présidents, les survivants, les gens qui sont connus à travers le monde. Alors, j'ai osé, comme ça, dans mon 2,5 à Montréal, j'ai écrit une petite lettre en disant « Bonjour, je suis une jeune journaliste québécoise du Grand Nord canadien. J'aimerais ça vous rencontrer pour recueillir vos mémoires avant qu'il ne soit trop tard, pour faire le pont entre les générations. » Mon message tenait à peu près en une page, tout simplement. Et je me suis mise à chercher sur Internet les adresses de toutes ces grandes personnalités mondiales à travers leurs fondations, leurs éditeurs, des fois à travers les universités, bref, un peu avec tous les moyens du bord. Et j'ai envoyé mes messages et contre toute attente, quelques jours plus tard, les réponses ont commencé à affluer. Alors, c'était l'ancien chef des armes d'inspection des armes de destruction massive en Irak en 2001, Andy Blix, qui m'écrivait « Bonjour Mélanie, quelle bonne idée, je t'attends à Stockholm. » Le lendemain, c'était « Bonjour Mélanie, quelle bonne idée, je t'attends à Paris. C'est Michel Candessu, ex-directeur du FMI. » Et ainsi de suite. « Je t'attends à Beyrouth, c'est le cheikh du Liban dont le père avait créé le Liban indépendant. » Et là, je suis dans mon 2,5, plus d'emploi, plus rien. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je dis oui. Oui, je vais être là le 9 mai à Paris, sans problème.
en me disant, bon, ben, il y a un signe, il y a quelque chose. Et je décide de me lancer corps et âme. C'est comme si tout d'un coup, j'avais eu l'appel. Je suis sûre que ceux et celles qui ont l'appel du bon Dieu pour rentrer dans les ordres, mais moi, j'ai eu cet appel-là. C'était tellement fort en me disant, c'est mon destin, allons-y, allons voir. Alors, je décide de casser mon cochon, de prendre mes économies et de partir. Mai 2013, un premier voyage en Europe où je fais une vingtaine d'entrevues avec toutes sortes de personnalités. Michel Serres, qui est à l'Académie française. Je rencontre Martin Gris, survivant de l'Holocauste, qui a perdu toute sa famille aussi dans un incendie de forêt. Bref, une vingtaine de personnalités. Je reviens au Québec. J'essaie de vendre ça. Je recogne aux portes des principaux médias, Radio-Canada, Le Devoir, Télé-Québec. Tout le monde me dit, en tout cas, t'es motivée, Mélanie, mais meilleure chance la prochaine fois. C'est un peu fou. On ne sait pas trop qu'est-ce que tu vas faire avec ça. Mais moi, je savais que j'avais de la belle matière entre les mains. Tout le monde me disait non, tout le monde n'avait pas d'intérêt. Mais malgré tout, je me suis dit, ah, c'est drôle, on dirait que ça fait l'histoire, tous ces gens-là. Et là, je me dis, bon, j'ai des gens qui me parlent de la Deuxième Guerre mondiale, d'autres qui me parlent des droits des femmes, des droits des gays, de la crise économique. Ça fait comme l'histoire depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à nos jours, mais il manquait des trous. Alors, j'ai refait des envois en me disant, il faut que je trouve quelqu'un qui me parle de l'apartheid, il faut que je trouve quelqu'un qui me parle des droits des Afro-Américains aux États-Unis. Alors, je suis un peu dans cette espèce d'idée-là. Et encore là, de plus en plus j'avançais, plus le projet prenait forme. Et c'est ainsi que j'ai réussi à recueillir une soixantaine de témoignages qui se retrouvent dans Ils ont vécu le siècle. Ils ont vécu le siècle, c'est l'aboutissement de 3 ans d'aventure à travers le monde, à rencontrer toutes sortes de personnalités, comme je vous dis. Là-dedans, on retrouve notamment la petite fille du Vietnam, qui est sur la célèbre photo. C'est elle qui signe la préface du livre, qui est canadienne, réfugiée en banlieue de Toronto, que j'ai rencontrée l'année passée, en fait, en 2015, en juillet 2015. C'est une des dernières que j'ai rencontrées. On retrouve l'avocat de Mandela, le meilleur ami de Luther King, Shimon Peres en Israël, l'ancien président de l'Ukraine, Viktor Yushchenko, qui avait été empoisonné avec toute la saga avec les Russes, le président actuel de la Tunisie, bref, une soixantaine de personnalités mondiales qui ont accepté de me rencontrer, moi, petite Québécoise dont personne ne connaissait l'existence, et qui pourtant m'ont reçu parfois, en fait, au palais de Carthage à Tunis, tout comme dans leurs appartements, dans leur espèce de grande maison, des fois en banlieue de Paris, en tout et partout. J'ai fait à peu près 7-8 pays pour recueillir tous ces témoignages. Et ce qui était un peu inusité là-dedans, en fait, tout le monde m'a dit, mais pourquoi ils t'ont reçu? C'est la question en me disant, ben, en fait, je leur ai proposé 3 questions en disant, je vais aller vous rencontrer, je vais vous demander quelles leçons vous retenez du passé, des événements que vous avez vécus. Comment vous avez fait pour passer à travers les guerres, les conflits? Certains ont connu l'exil, d'autres ont été torturés, certains ont pris les armes pour se battre pour l'indépendance de leur pays. Donc, avec le recul, parce qu'ils étaient tous beaucoup plus âgés que moi, c'était ça le but, de faire le pont entre les générations. C'est la première question que je leur posais, mais je me disais, au-delà de me raconter leurs belles histoires, je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez du monde d'aujourd'hui? Quels sont les défis qu'on a tous et chacun à relever? Et la troisième question, c'était quel message vous voulez livrer aux plus jeunes générations? Et je pense encore aujourd'hui que c'est cette question-là qui a fait en sorte qu'ils ont tous accepté de me rencontrer, de me parler. Certains m'ont parlé 10 minutes, d'autres m'ont reçu pendant 3 jours. Je vous dirais que la majorité m'ont reçu environ pour 1 heure, le 3/4 en personne. Sinon, on s'est parlé au téléphone, on a fait des Skype. C'est un peu compliqué parce que certains étaient plus âgés. Donc, ça a été vraiment comme la galère là, de mettre la personne de 90 ans d'Afrique du Sud devant son écran et de raconter ce qu'il avait vécu pendant l'apartheid. Donc, ça a été un vaste chantier. Et encore là, tout au long du processus, ici au Québec, personne ne voulait appuyer mon projet, personne ne me donnait une chance, mais malgré tout, j'étais convaincue
que la matière que j'avais entre les mains était incroyable et qu'il fallait que ça se sache et qu'il fallait que ça voie le jour. Donc, en novembre 2015, donc ça fait quelques mois, le livre « Ils ont vécu le siècle » a vu le jour ici au Québec, au Canada, mais aussi en Europe. Je suis allée là récemment faire la promotion. Et à mon grand étonnement, ça connaît un beau succès un peu partout pour la simple et bonne raison qu'à travers ce livre-là, il y a des messages très, très forts parce que ce sont tous des hommes et des femmes qui, à un moment donné dans leur vie, ont décidé de mettre leur talent, leur intelligence, leurs compétences au service de l'humanité, au service de leur peuple, au service des gens. Et c'est comme ça, tous et chacun qui ont réussi à relever des grands défis. Parce qu'à quelque part, lorsqu'on se regarde aujourd'hui, puis je pense que c'était un peu ça que c'était dans cet état d'esprit-là que j'étais en 2013, en me disant comment je vais faire, qu'est-ce que je peux faire, même si j'avais plus d'emploi, même si j'avais plus rien, je me disais, je suis quand même chanceuse d'être née au Québec, d'être née dans un coin du monde où il y a la paix, avec des parents aimants, avec des amis. J'ai eu la chance d'étudier. Quand j'y repense, mon grand-père était analphabète, mon père a une 6e année, et que moi, j'avais eu la chance d'étudier, de faire un baccalauréat en journalisme, de faire une maîtrise en Sciences Po, d'avoir vu le monde, et je me disais, je peux faire quelque chose. Et c'est là que j'ai réalisé que, tout comme eux, on peut tous faire une différence quand on décide, nous, de se dire, moi, quels sont mes talents, puis comment je peux faire une différence. À l'époque, je me suis juste dit, quand j'ai décidé d'oser puis de prendre mes économies, je me suis dit, moi, ce que je sais faire dans la vie, c'est écrire. Mon don, c'est de parler aux gens, de rencontrer et de transmettre les messages. C'est ce que je fais et c'est ce que j'ai fait. D'autres personnes vont me dire, ben moi, je suis un spécialiste de l'environnement ou de l'économie ou d'autres choses. Puis tout le monde, dans le fond, peut, juste en mettant ses connaissances et ses compétences au service de l'autre, ben c'est comme ça qu'on change le monde. Et c'est ce que ces gens-là, finalement, m'ont dit. Ça fait déjà quelques mois que le projet est terminé. Je commence à saisir l'ampleur de cette aventure folle. C'est le titre dans tous les médias, l'aventure folle de Mélanie Loisel, une idée un peu folle. Bon, je ne sais pas si c'est tant ça la folie que juste de vouloir avoir cette volonté de faire quelque chose parce que je ne suis pas la seule qui a un jour ou l'autre décidé de s'engager, de s'impliquer dans la mesure de ses moyens. Parce que ces hommes et ces femmes que j'ai rencontrés, ils me le disent, et c'est ça que je retiens aujourd'hui, en fait, avec le temps. Je me dis, c'est possible de changer le monde dans la mesure où il faut à un moment donné qu'on réalise que ça ne prend pas une journée, puis ça ne prend pas 2 jours à voir les changements. En fait, tout le monde m'a raconté en disant, on s'est battu pendant 5, 10, 15, 20 ans, mais on est parvenu à mettre fin à la colonisation, on est parvenu à signer des accords de paix pour la guerre du Vietnam, on est parvenu à signer des traités de non-prolifération des armes nucléaires. C'est peut-être pas parfait, il y en a encore des conflits, mais quand on se décide, il faut mener la bataille jour après jour après jour, et c'est comme ça qu'à un moment donné, on n'a pas le choix d'arriver à une solution et que ça change la vie. Il suffit qu'on s'unisse les uns et les autres, c'est pas une personne qui le fait, mais tous ensemble, on y arrive, parce que dans le fond, certaines personnes me disaient, je pense entre autres à un opposant de Pinochet qui me disait, ben on est allé, on était juste 5-6 personnes, mais on est allé cogner à toutes les portes à l'époque au Chili pour leur expliquer à la population analphabète, pourquoi ça serait mieux de ne plus avoir ce dictateur-là au pouvoir. Et ainsi, comme ça, les intellectuels, les gens instruits ont réussi à mettre fin à ces régimes de terreur. Il y a eu des gens comme Mandela, comme Luther King, qui eux aussi ont décidé de consacrer leur vie pour donner plus de droits à leur population et à tout le monde. Et c'est un peu ce que je retiens de cette espèce de grande aventure. Et depuis que j'ai publié, je vous dirais,
le temps gris qui était au-dessus de ma tête en 2013 a fait place à une espèce de soleil incroyable qui brille de mille feux, malgré toutes les difficultés qui, quand même, au jour le jour, je peux rencontrer parce que je sais aujourd'hui que quand je vais parler aux gens, quand je vais dans les écoles voir les jeunes, quand je me promène dans le monde, mais que ce que je fais, bien, ça fait une différence dans mon quotidien parce qu'il suffit pas nécessairement juste de parler puis d'être oui, on va changer le monde, on va changer le monde. Après ce livre-là, je me suis dit comment on va passer de la parole aux actes. Donc, je suis ici aujourd'hui, je vais vous parler des grandes choses pendant juste 15 minutes, mais je suis intarissable, là, je pourrais vous raconter tellement mille et une anecdotes, mais l'important quand j'ai terminé, je me suis dit, bon, ben, OK, c'est beau, j'ai compris toutes ces leçons-là, j'ai réussi à le faire, mais aujourd'hui, je fais quoi, moi, encore? Je me pose encore la même question, qu'est-ce que je peux faire? Et ce que je peux faire, en fait, il n'y a même pas trois semaines, j'ai organisé une conférence à Montréal avec un chanteur africain, Tikenja Fakoli, très, très, très connu, qui a fait le tour du Québec. Et je me suis dit, on va donner accès aux jeunes à ces personnes-là. Donc, j'ai créé une conférence, puis ça ne coûtait pas 50 $, puis c'est souvent inaccessible, ça coûte souvent très cher. Donc, je mets des projets sur pied où c'est gratuit, c'est accessible. On crée des lieux d'échange, des lieux de rapprochement, parce que moi, je trouve que les solutions, elles sont là. Elles sont là quand on se donne les moyens d'être en contact les uns avec les autres. Et comme ça, on peut juste décider ensemble de dire dans quoi on veut s'engager. C'est l'environnement, c'est les personnes immigrantes, c'est les personnes itinérantes, c'est les conflits mondiaux, peu importe. Quand on arrive à se regrouper et à être en contact avec toutes nos connaissances, bien, les gens, ce qu'ils m'ont dit, c'est de dire, c'est possible, on l'a fait, pourquoi vous, aujourd'hui, vous ne pourriez pas le faire? Et c'est possible à quelque part. Moi, je crois qu'on peut s'unir pour changer à la fois au Québec, au Canada, dans le monde. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à créer des plus beaux jours, puis il fait bien plus beau aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez vous rasseoir. M. Michaud, vous faites votre présentation, puis par la suite, je vais vous rappeler les deux sur la scène, puis on aura une petite période d'échange. Alors, M. Michaud, à vous. Elle n'est pas belle à remplacer. Elle est belle en personne, mais pas belle à remplacer. Alors, ce que je retiens de son message, et je trouve que c'est important, c'est le message d'espoir. Elle a fait de grands détours. Elle nous a raconté un peu une partie de l'histoire du dernier siècle à travers ses personnages. Mais Staline est mort, Hitler est mort, n'a pas gagné. Il nous reste Trump et etc. Mais il reste que le message global qu'elle nous apporte, et je suis très heureux de l'entendre, c'est marquant. C'est un message qu'on peut travailler avec confiance parce qu'on est peut-être capable de changer le monde. Et quand je commence mes conférences, j'ai l'habitude de commencer par la phrase suivante. Changer le monde, c'est pas une utopie, c'est un objectif. Et j'espère que nous partageons tous cet objectif. J'ai lu justement, récemment, le livre de Naomi Klein, c'est la grande écologiste canadienne, une des meilleures au monde. Et le titre, c'est « Tout peut changer ». Ce livre-là est très surprenant et ça prend beaucoup de courage pour le lire. Parce que jusqu'à la page 506, il n'y a rien qui change, puis tout va mal. Vraiment mal, au point de vue écologique, lié au capitalisme, comme elle le définit. Au point de vue écologique, on est sur une très mauvaise pente. Mais à la page 507, c'est écrit « L'heure de vérité ». Juste assez de temps pour réaliser l'impossible. Vous savez, et elle termine aussi en disant que l'impossible, il est lié concrètement
à des groupes humains, locaux, territoriaux, qui entreprennent ensemble des actions qui changent des choses. Il ne vient pas d'en haut, il vient de quelque part des populations qui se prennent en charge, qui s'articulent, qui innovent et qui reprennent le pouvoir dans leur environnement. Ça s'est passé dans beaucoup de mines en Afrique, dans l'Amérique du Sud, mais surtout en Afrique, où les gens se regroupent et finissent par les mettre dehors. Les gens qui les privent d'eau, les privent de territoire. Je veux vous parler, moi, de certaines choses que depuis 50 ans que je travaille en organisation communautaire, pas payé comme citoyen. Donc, j'ai travaillé 2 ans en organisation communautaire dans un CLSC sans papier, j'en avais pas. Mais ils m'ont engagé, puis ça a marché. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'on a réalisé beaucoup de choses passionnantes et dont plusieurs ont été reconnues comme innovations même aux Nations Unies et au Québec. Je vais juste vous en donner un exemple précis. Ensuite, je vais vous donner le cheminement que j'ai pris pour en arriver là. J'ai travaillé en CLSC à Valcourt pendant 4 ans, à peu près, avec les problèmes locaux, sociaux qu'il y avait là. Et il y avait à Valcourt, ça s'appelait la place Jeanne-Mance. C'est qu'au moment où Bombardier avait beaucoup d'employés, au début des années 80-85, ils avaient été obligés de construire tout un bloc de maisons en arrière pour loger les employés. Quand Bombardier a rebaissé, ces blocs-là, qui étaient construits rapidement, ont fini par être habités au complet par des assistés sociaux et des gens vraiment poqués, des gens déficients, etc. Alors, environ 250 personnes qui restaient là-dedans. C'est tellement marginal que la ville avait coupé le passage. Il fallait faire un chemin spécial pour y aller. Il ne voulait pas que les étrangers passent par là. Alors, les 80% des gens que je recevais étaient des gens de la place Jeanne-Mance. Alors, chez HLAise, on parlait problèmes d'enfants, problèmes d'école, problèmes de violence, toujours les mêmes qui revenaient. Et quand j'ai eu un peu de temps, j'ai repris maîtrise de ma situation, les dossiers étaient ça d'épais pour la très grande majorité. Je me suis mis à reculer dans les dossiers. Reculer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Exactement la même chose depuis 10 ans. Alors moi, j'arrivais, quand je suis entré là, j'avais eu un moulin à scie 10 ans, conduit des camions. Il fait de la grand scie au moulin à scie. Donc, j'avais un certain sens de l'efficacité. Et quand j'ai réalisé que ça se passait comme ça, puis que là, les gens, peut-être que dans 10 ans, ils reviendraient avec les mêmes problèmes, j'ai dit, moi, je ne marche plus. Je change ça, ou bien je m'en vais. Alors, j'ai été voir Bombardier, la Fondation, puis je m'étais fait un plan d'intervention, parce que c'était collectif. Le mépris, la délation, les enfants violents, ça ne réussissait pas à l'école, la violence familiale, etc. Alors, j'ai demandé à la Fondation Bombardier de me donner 5 000 $. Puis, ils comprenaient très bien le problème pour que j'organise quelque chose à la place Jeanne-Mance. Alors, mon projet, c'était d'engager une monitrice pendant l'été pour amuser les enfants. Je savais qu'on ne pouvait pas s'adresser aux parents directs, qu'il fallait passer autrement. Alors, les enfants ont pris du temps à venir, puis ils ont fini par venir. Mais quand j'ai reçu 5 000 $, j'avais un beau chèque. J'ai rencontré les 5 femmes que je trouvais les plus articulées, qui avaient le plus de possibilités. Et je les ai réunies, je leur ai parlé du projet, puis j'ai dit, voici, j'ai 5 000 $ ici, je vous le donne. Vous allez vous ouvrir un compte, et c'est vous qui gérez le dossier. Et puis c'est vous qui êtes les organisatrices responsables. Oui, ils ont accepté. Ça a démarré, lentement. Au bout de la moitié du temps, on a manqué d'argent parce qu'on avait fait trop d'activités, ça marchait trop bien. Les autobus, on allait partout, etc. Les enfants, les parents, les grands-parents, ça marchait bien. Alors, elles ont organisé elles-mêmes une vente de garage avec tous les produits que les gens avaient dans la place Jeanne-Mance. Ils ont été chercher un autre 5 000 $. On a fini l'été. On a fini ça par un beau souper, des photos, etc. Et ils ont découvert du respect entre elles et avec les hommes. Il y a un monsieur qui réparait les vélos, un autre qui réparait les appareils électriques, une femme qui était bonne couturière. Ils ont développé entre eux non plus du blackmailing,
de la dénonciation, mais de la collaboration, de l'entraide, du respect. Je conclue juste en disant que, un an après, les 5 femmes en question, elles étaient toutes au travail. Et elles étaient parties. Et que la place Jeanne s'était bouleversée parce que les gens avaient appris à se respecter, à se regrouper dans l'ordre des besoins. Je donne cet exemple-là juste pour montrer une approche que j'ai faite toute ma vie. Tout a commencé, j'étais dominicain, moi j'étais chez les Pères dominicains, et on m'avait placé à Montréal comme premier travail dans un quartier le plus défavorisé de Montréal dans le temps. C'était reconnu, c'était entre Saint-Denis et Saint-Laurent, entre Duluth et des Pins. Il y avait 10 000 personnes à peu près, c'était à 90% assistés sociaux, immigrants, etc. Il y avait assez que Centraide du temps ne voulait mettre aucun sou là-dedans. Alors je vais t'envoyer là pour convertir le monde, parce qu'il n'y avait pas de pratiquants. Comme je suis arrivé là-dedans, je ne savais pas quoi faire du tout. J'étais désacculturé que je me disais, qu'est-ce que je fais ici? Je n'avais pas envie de convertir pantoute. Qu'est-ce que la messe pouvait leur faire? Alors j'ai marché au moins 3 semaines dans les rues à parler à tout le monde que je pouvais. Puis à un moment donné, il m'est passé une idée par la tête qui est fondamentale. Je ne serai jamais capable d'aider qui que ce soit ici si je ne trouve pas chez lui une base pour mon respect. Il faut que j'apprenne à les respecter, à trouver chez tous quelque chose qui va me permettre d'en faire un partenaire. D'être capable de lui dire, viens, toi tu sais clouer, toi tu sais faire la cuisine, viens, j'ai besoin de toi. Et dès ce moment-là, j'ai banni complètement de ma vie la notion de charité et la notion de bénévolat. Le mal qui est dans le monde vient en grande partie de l'ignorance et la bonne volonté, bénévolat, peut faire autant de mal que la méchanceté si elle n'est pas éclairée. Camus. Alors, j'ai donc essayé avec eux de découvrir chez chacun des ressources, peu importe qui était la personne. Et si je n'étais pas capable, je ne m'en occupais pas, je savais qu'il serait victime de ma pitié. Alors, j'ai fini par en découvrir. Et nous avons très rapidement entrepris des actions, j'étais à l'écoute de ce qui se passait là, entrepris des actions, dont une que certains connaissent peut-être, qui est dans mon livre. C'est qu'il y avait dans le quartier des maisons qui avaient passé au feu, beaucoup, parce que les maisons étaient des nids à feu, là. Et quand la maison brûlait, elle valait moins cher que le terrain qu'il y avait en dessous. Ça veut dire que les propriétaires ne nettoyaient pas. Alors, il y en avait partout. Et les enfants se blessaient, ça allait mal. Et tout le monde était conscient que c'était un immense problème. Il y avait des rats là-dedans, des coquerelles, des punaises, la vermine. Tout à coup, avec une dizaine de personnes, on s'est parlé dans la rue, ça n'a pas de bon sens. On a décidé à bonsoir d'entrer en action. Pas averti personne, pas de pancarte, rien. On avait cogné à toutes les portes dans la journée. J'ai vidé, je te curé, j'ai vidé taverne. Puis venez nous aider. Ce qu'il y a là, la maison, là, on met ça dans la rue. Alors, il est arrivé 200-300 personnes. Il y avait un camion avec du blond d'eau. On mangeait, on chantait. Puis on a tout mis de matériel dans la rue. Et là, la police est arrivée. Ils m'ont mis en prison. C'était sur la rue Laurier. En haut, c'était à peu près à 3 km de là où on travaillait. Alors, les gens, probablement, qui ont logé à job, sont montés à la prison. Moi, j'étais couché, je dormais. Puis, ma conscience était très tranquille. Alors les gens se sont mis à crier dans la rue, « Michaud dehors, Michaud dehors ». Fait que la police m'a relâché, ben, ils ont bien appelé, j'étais curé, là. Fait que, ils m'ont relâché. On est redescendu en chantant. Toujours la question de la fête, là. C'était pas contestataire. C'était un groupe de monde qui ont du fun, puis qui font une job intéressante, puis ils sont motivés.
Alors, mais la ville avait tout mis ça sur le terrain. Le lendemain soir, frappe aux portes, ville et taverne, on a tout mis ça dans la rue. Puis là, la ville est venue avec des boules puis des pelles, puis ils ont changé le matériel, puis ils ont été portés plus loin. Fait qu'on a eu un beau terrain que la ville a rempli de matériel pour faire un parc. Et la ville a changé sa loi pour faire que tous les propriétaires soient obligés de nettoyer leur terrain quand ça brûlait. Imaginez-vous un groupe de citoyens pauvres, pas instruits, méprisés, qui tout à coup remportent une bataille pareille. Alors on s'est mis à gagner des batailles, parce qu'on avait développé non plus un esprit de perdant, mais un esprit de gagnant. Et on savait que lui savait faire ça, elle savait faire ça, on savait, et on pouvait continuellement dire viens, j'ai besoin de toi. Viens, j'ai besoin de toi. Et quand on fait du bénévolat, on est en haut, on a de l'argent, on est beau, on est fin, on est savant, puis on donne aux bénévolés. Le respect n'est pas obligatoire. Et les gens de la Saint-Vincent-de-Paul, à l'église, là, qui donnaient de l'argent aux pauvres, j'ai jamais entendu d'endroit avec plus de mépris au monde, mais la grosse Christ, tu sais, le tabarnak de voleur, le maudit ivrogne. J'entendais ça tout le temps. Et les gens reçoivent ça, pensez-vous qu'ils ne sentent pas? Moi, j'étais capable, avec les gens que je côtoyais, et c'est devenu une culture d'aller chercher les gens en leur disant « Viens nous aider, on a besoin de toi ». On a construit un 6 logements, un comptoir alimentaire, on avait de la nourriture, on a construit un camp de vacances où on recevait 400 personnes, pas déjà. Je fais juste commencer. Mais ça... Non, ça fait rien. Ça fait rien, mais je veux vous donner le style un peu. On a travaillé sur la capacité des gens à se prendre en charge et ça marche. Et ça, à Racine, nous avons 3 coopératives. Il y en a une 4e en formation. Et créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. Alors, quand on a un projet, on donne une structure de coopérative et là, les gens deviennent des partenaires égaux qui votent, qui s'articulent et qui prennent des décisions ensemble. Et on a innové dans beaucoup de domaines, dont les maisons d'aînés, où on a formé un modèle qui s'appelle le modèle Racine, le modèle québécois, qui maintenant, il y en a en Estrie, il y en a une dizaine de pareils. Et puis dans les maisons qui développent ce modèle-là, il n'y a pas de vieux. Il y a des gens, la moyenne est 80, 85, 90. Il n'y a pas de vieux, ils sont tous en action. Parce que la coopération, c'est un antidote au vieillissement. L'entraide est un antidote au vieillissement. Et ça, j'ai aucune nuance là-dessus. Alors, il y a aussi une autre chose que je veux vous dire. Si vous mettez dans la pièce ici 400 calorifères à 10 degrés, quelle température il va faire? 10 degrés. Si vous voulez que quelque part la température monte, faites-en monter quelques-uns. Et là, tout à coup, la ferveur va prendre. Parce qu'il n'y a pas de communauté morte. Il n'y a que des communautés sans projet. Alors, il s'agit de regrouper, quand on se découvre des besoins, on travaille ensemble, on se met en mode solution, puis on développe un projet pour résoudre ce besoin-là, et on travaille ensemble. Et là, on avait des questions sur l'éducation populaire. L'éducation se fait dans l'action, parce que la plupart des gens qui ont des problèmes dans nos communautés, ce n'est pas des universitaires qui viennent travailler avec les pauvres. C'est des gens, des travailleurs, des gens qui ne se valorisent pas autour d'une table, mais qui sont capables de se valoriser autour d'un projet d'action. Et quand il y a quelqu'un qui est un voleur et qui est bon menuisier, tu ne le mets pas à la caisse, tu lui donnes un marteau. Et Restez avec nous, je vais inviter Mme Loisel à venir. Écoutez, votre message à tous deux est très porteur. Hein? On a parlé d'audace, puis ça s'applique à nous aussi, de quelles leçons on peut tirer du passé, les défis du monde d'aujourd'hui. On se pose ces questions-là aussi dans notre travail.
Puis quel message on veut laisser aux jeunes générations? On a abordé le thème du colloque en parlant du patrimoine, de la responsabilité qu'on a de se transmettre nos savoirs aussi. On a parlé au cours du colloque d'organisateurs, organisatrices communautaires qui ont pris leur retraite ou qui sont près de la prendre leur retraite et qui ont des messages à livrer aussi. Mes talents, comment faire une différence? Comment je peux jouer un rôle pour faire une différence? Solidarité, charité, on pourrait citer Leonardo Boff qui disait « Une société charitable est une société inéquitable ». Je pense que ça va dans le sens de ce que vous voulez dire. Donc, vous préconisez la solidarité au lieu de la charité. Alors, on a quelques minutes devant nous. On peut se permettre quelques commentaires, questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Et là, habituellement, on avait un autre micro sans fil. Est-ce qu'on a un autre micro sans fil? En tout cas, Marie, tu peux te promener, tu essaies de trouver un micro à quelque part dans les airs. Et puis, alors, questions, commentaires, ça permettrait à nos deux invités d'aller encore plus loin dans leur... Oui, François? Moi, c'est monsieur. La question, c'est, si vous parlez avec les Saint-Vincent, des expériences d'action avec les gens dans les Saint-Vincent, où est-ce que vraiment on était ensemble dans l'action en solidarité? Est-ce que tout le monde a compris la question? Est-ce qu'il y a des expériences d'action avec les Saint-Vincent où tout le monde était dans la solidarité? Saint-Vincent-Paul. Non, la Saint-Vincent-Paul était centrée exclusivement sur l'aide aux plus démunis à travers la charité, les dons, mais j'ai jamais vu un geste de compassion ou de solidarité ou de « j'ai besoin de toi, viens nous aider dans ce monde-là ». Et les gens qui étaient à l'extérieur, qui donnaient, c'est souvent plus mal foutu dans la tête que les gens qui venaient. Merci. Autre question? Ça fait des commentaires, des questions à l'un ou l'autre, aux deux. Des réflexions, oui? Dans le contexte de la réorganisation du réseau de la santé que vous connaissez comme ancien organisateur communautaire, qu'est-ce que vous conseillez aux organisateurs communautaires pour être efficaces dans les prochaines années et aider les communautés? Je n'ai pas eu le temps de le dire, merci. Non, c'est ça. On parle beaucoup d'intégration. On parle beaucoup d'intégration partout. Et le problème qu'on a présentement, c'est que l'ensemble des services de santé n'ont aucune attention à la prévention, mais font tous de la solution de problèmes existants et ont tendance aussi à regrouper les problèmes, alors que la plupart du temps, les gens qui ont des problèmes, si tu réussis à les intégrer dans un groupe en mouvement, dans un groupe actif, dans un groupe mixte où il y a des gens pas de problème et des gens qui ont habituellement l'intégration est réussie. Et les gens qui ont ce type de problème-là, on les voit plus, ils sont intégrés dans le groupe, ils travaillent, puis ils apprennent l'autorespect. Donc, quand je parle d'intégration, je ne parle pas d'intégration dans la marginalité. Si tu ne mets pas juste des pauvres ensemble, juste des gens qui ont le même problème ensemble, tu n'as pas grand-chose de succès. Il est important, comme nous autres à Racine, là, on est plein de groupes qui sont prêts à recevoir des gens. Un exemple typique, une secte religieuse profonde, il y a quelqu'un qui est là-dedans, il parle à personne à Racine. Et on construit la brunante, il y a de la neige 3 pieds, il faut pelleter parce qu'on ne peut plus construire. Je rencontre ce monsieur-là sur la rue, il dit « Viendrais-tu nous aider à pelleter? » Bien sûr, il a pelleté, il est revenu le lendemain, il est revenu le surlendemain, puis aujourd'hui, c'est un des leaders de la communauté. On l'a intégré. Mais maintenant, personne ne parle plus de sa secte, lui non plus. C'est un exemple. Donc, créer des groupes mixtes intégrateurs, c'est fondamental alors que toute la programmation gouvernementale, elle est sur le curatif, sur le problème à guérir. Alors, on groupe les problèmes. Les parents, il y a beaucoup de groupes de parents là, qui travaillent, qui veulent travailler avec les plus démunis des écoles parce que ça va mal. Puis le groupe se monte là ensemble, ça ira pas mieux. Alors, il faut absolument embarquer les gens dans des groupes motivants, enlevants. Puis avec ça, on a des gens. À Racine, quand on faisait de la préparation pour les paniers de Noël, on ne trouvait jamais personne. Parce que les gens avaient été intégrés dans la communauté puis ils s'organisaient entre eux. Là, on a trois commentaires d'annoncer. Fait que je pense qu'on va boucler avec ces trois-là. Donc, je ne sais pas dans quel ordre. En face à moi, à ma droite, puis ensuite à ma gauche. C'est bon? Bonjour. Alors, ma question est pour M. Michaud.
Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Vous habitez un village qui s'appelle Racine. Moi, j'habite un village qui s'appelle Sainte-Émilie de l'Énergie. J'avais le goût, en fait, parce que je vous ai déjà entendu parler de l'arbre des savoirs. Et j'avais le goût que vous nous en parliez comme on est en plus grand nombre que quand je vous ai entendu. Donc voilà, c'est ma question. Assez brièvement. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est un autre trou que j'avais, ça, que je n'ai pas eu le temps. Écoutez, c'est parce que quand on découvre ce que les gens savent faire, leur force, et non pas qu'on regarde, qu'on trouve le bobo, il y a-tu mal aux genoux, il y a-tu mal aux yeux, et qu'on essaie de voir ce qu'il sait faire, on est capable de dire à ces gens-là, lui, hier, j'étais avec quelqu'un qui est dans la maison des aînés, puis qui est très bon mécanicien, puis il fallait réparer le chauffe-eau. Alors, je suis allé avec dans la cave, le chauffe-eau, puis j'ai dit, voici, là, ça marche comme ça, puis maintenant, c'est toi qui es en charge. Alors, on sait qu'il est bon mécanicien. Alors, dans le fond, il s'agit de s'informer. On a dressé à Racine un livre des savoir-faire. Il était dans les têtes avant. Maintenant, on a un gros livre qui s'appelle L'Arbre des savoir-faire. Et là, on a tous les métiers possibles, la reliure, etc. Et les gens qui veulent donnent leur nom. S'ils ne veulent pas, ils ne donnent pas de nom. Ils peuvent accepter de le faire ou pas sur leur demande, puis ils peuvent accepter d'être payés ou pas. Donc, c'est tout volontaire. Les noms sont à la grandeur là-dedans. Et de toute façon, on sait, on se connaît assez entre nous pour savoir que telle personne, elle sait faire ça. Un autre, les ressources sont connues et sont mises en œuvre, et on se retrouve tous avec cet arbre des savoir-faire beaucoup plus riche collectivement. Beaucoup plus riche collectivement et individuellement. Et à Racine, pendant qu'on a construit la brûlante, il y a eu des milliers d'heures de travail non payé, avec des compétences. On a ramassé 150 000 $ dans une population de 1000, c'est beaucoup ça. Et jamais le mot charité n'a été employé, et jamais le mot bénévolat. Nous avons tous investi collectivement pour créer une ressource qui nous appartient et dont nous sommes fiers. Merci. Oui. Ma question s'adresse aux deux. Je m'inspire de la troisième question que Mélanie a envoyée à ses correspondants ou lors de ses entrevues, c'est-à-dire un peu quel message vous seriez prêt, vous auriez laissé aux générations futures. M. Michaud, via toutes vos expériences de solidarité, et Mélanie versus, y a-t-il un message général qui ressort des 60 entrevues que tu as eues avec les gens qui ont vécu les grands moments de l'histoire? On m'a donné le micro, je vais répondre à mon tour. En fait, je vous ai beaucoup parlé de l'importance de s'unir, parce que je trouve que les solutions, elles sont là, mais il y a quelque chose que j'aurais aussi aimé aborder, c'est la capacité qu'on a tous et chacun, les forces intérieures qu'on ne soupçonne pas pour passer à travers les pires tempêtes. Des fois, les vents, je viens de Fermont, là, avec le mur qui coupe les vents, là, fait que je me plais très souvent en disant, bon, il y a eu plusieurs tempêtes, les vents ont soufflé fort, faut s'accrocher fort, mais toutes les tempêtes finissent par passer, même les pires. Et c'est, par exemple, la survivante d'Hiroshima ou encore la petite fille du Vietnam ou Martin Gris, qui aborde beaucoup la question des forces intérieures qu'on a, nous, personnellement. Puis je pense aussi, peut-être que certains d'entre vous connaissez Jean Vanier, qui a fondé l'association L'Arche pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Mais tous ces gens-là, dans le fond, me parlent de la capacité de tous et chacun, de notre façon, de nos différences qui font la différence, dans le fond, dans ce monde-là, et que malgré les pires choses qui peuvent nous arriver, ben c'est incroyable que lorsque ça arrive, qu'on le trouve, il ne faut pas en douter. Puis si j'ai un message à passer, c'est que les intuitions qu'on a profondément en nous, il faut les suivre. Cette petite voix-là qui m'a parlé, moi, j'ai réalisé que c'était ça qui m'alimentait. Il faut suivre nos intuitions, il faut respecter nos convictions, il faut savoir que malgré tout, on a toujours une énergie
énergie insoupçonnée, c'est ce que le monde me dit. Alors, il faut croire en nos rêves, il faut oser, il faut foncer, il faut toujours se tenir debout. Puis même quand on tombe, il faut se relever. Puis il y en a encore de l'énergie. Et si vous avez l'impression qu'il n'y en a pas, mais il y a quelqu'un à côté de vous qui va vous la donner, cette main-là, pour vous, des fois. Mais sinon aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tendez-la aussi, cette main-là, à ceux à côté de vous. Parce que si je retiens aussi une leçon en me disant, moi j'ai cogné à des portes, j'ai envoyé des messages, et ce que j'aimerais partager comme message, c'est en disant, si on cogne à votre porte, ouvrez-la. Si on vous envoie un message, répondez. Il n'y en a pas d'idées folles, il y a juste des idées qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on les mette de l'avant et qu'on mette les efforts pour aller jusqu'au bout. Parce que ce qu'on a et ce qu'on pense, mais pourquoi ça ne serait pas ça? Voilà. M. Michaud va nous lire un court extrait. Ensuite, on va aller à la dernière question. Alors, écoutez, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est dans mon livre. Et le livre s'appelle « La lumière de la Terre », parce que tout ce que j'ai découvert, je l'ai découvert en regardant comme il faut les gens vivent. Alors, donc, c'est la lumière de la Terre. La lumière vient d'en bas. Alors, écoutez, je vous laisse ça comme un message parce que c'est pas moi qui l'ai écrit d'abord. Puis, je voudrais que chacun fasse quasiment ça, prenne ça pour lui. Écoutez bien. J'appartiens à l'humanité. Et pour toute la durée de ma vie, je considère comme un privilège d'accomplir pour elle tout ce qui est à l'intérieur de mes capacités. Quand je mourrai, je voudrais être usé à la corde, parce que plus je suis utile, plus je vis. Le simple fait de vivre me réjouit. Pour moi, la vie n'est pas une petite chandelle avare de sa lumière. C'est comme un flambeau rayonnant que je tiens bien haut et je veux qu'il brille au maximum avant de le transmettre à la relève. Merci. Alors, en 3 minutes, questions-réponses. Excuse-moi. OK, on prendra 2 questions. C'est correct, pas de problème. Ma question s'adresse à Mélanie. Je vais faire du pouce un peu sur ce que tu as dit à propos des forces intérieures. Je comprends bien qu'on ne se lève pas un matin en se disant « Tiens, aujourd'hui, si j'étais témoin de mon siècle », mais j'ai peine à croire que les gens qui t'ont allumé ou qu'on retient collectivement comme des personnes marquantes dans les grands événements, c'est tout à fait le fruit du hasard. Qu'est-ce que tu as vu que ces personnes-là ont en commun? Qu'est-ce qui les rend particulières, ces personnes-là? En fait, c'est souvent le fruit du hasard que ces gens-là se sont retrouvés dans certaines situations. Il y a un peu de tout, là. Je vous dis, les survivants qui ont juste été au mauvais endroit, au mauvais moment. Les premiers dans mon livre, on commence en 1939, c'est un survivant de l'Holocauste, après d'Hiroshima. Donc, eux, c'est au mauvais moment, au mauvais endroit. Ça, ce que je ressens d'eux et ce qu'ils m'ont partagé, c'est à quel point on a beau être des bonnes personnes, on a beau essayer de faire de notre mieux, puis malgré tout, dans la vie, il y a des épreuves qui s'abattent sur nous sans qu'on l'ait cherché d'aucune façon. Et que malgré tout, ce qu'elle me dit, c'est de se dire, oui, on a souffert, mais en même temps, quand on a gardé l'essentiel, dans tous ces désastres, il y a toujours du beau. C'est le bout de pain qu'ils ont partagé à Auschwitz-Birkenau qui va dire que ça, c'est ces moments-là. Et l'autre va dire, ben, c'est quand j'étais complètement brûlée sur l'asphalte, puis que quelqu'un m'a prise dans ses bras, puis a fait 2 mètres en courant avec moi. Ce qu'ils ont en commun, c'est de se dire, oui, il y a de la misère, oui, il y a des épreuves, oui, dans notre vie de tous les jours, mais il y a toujours du bon. Puis dans le fond, ce que tout le monde me dit, c'est chercher le bon.
on l'oublie, on est là à voir le négatif toujours dans notre façon de penser. Puis le problème, c'est que quand on ne les voit pas, les solutions, il faut un peu changer notre façon de voir. La plus belle leçon que j'ai eue au cours des dernières années, puis là, je vous parlais un peu des survivants, puis aussi, bon, c'est autre chose, parce que 60 personnes, il y a différentes personnes là, dans le livre, fait que c'est un peu plus long à aborder l'ensemble de ces gens-là, parce que les politiciens, c'est autre chose. Ceux qui ont été dans les combats pour les droits des femmes, des gays et tout, c'est autre chose aussi. Mais bref, moi, la plus belle leçon que j'ai eue, puis que je vais partager avec vous aujourd'hui, en 2006, j'ai pour aller vivre en Tunisie dans le monde arabe. Et ça a complètement changé ma vie. J'avais 25 ans. Je suis allée vivre là-bas pendant presque un an. Et tout d'un coup, je me retrouve dans un pays. C'est pas la même religion, c'est pas la même culture, c'est pas la même histoire. C'est tellement différent. Et j'ai rencontré un journaliste là-bas. Je faisais un stage qui était dans la cinquantaine. Et dans ma façon de fonctionner, j'étais habituée comme journaliste au Québec en disant je veux parler au premier ministre, donc je vais appeler son attaché de presse, puis si elle ne veut pas, je vais appeler son chef de cabinet, puis finalement, je vais me rendre à Couillard. Si je veux parler au ministre Barrette, je vais appeler, puis bref, on a nos façons de faire, et je vais atteindre mon but. Et lui, il me disait, là, j'étais en Tunisie, puis je voulais interviewer telle personne, puis je pensais que j'allais faire 1, 2, 3 appels, puis j'allais me rendre, et ça ne fonctionnait pas du tout comme ça. Et à chaque fois que je voulais quelque chose, je me butais toujours à un mur dans ce pays-là. Et il me disait tout le temps, Mélanie, tu regardes, puis il me faisait ce signe-là avec la main. Tu regardes comme ça, avec tes yeux d'occidental, avec ton analyse d'occidental, de blanche, de catholique, de canadienne, de québécoise, peu importe. Fait qu'il dit, change de manière de passer. Puis il me faisait tout le temps ça, tu sais. Ça me fait mal à la tête, puis encore aujourd'hui, ça me fait mal de faire ça parce que c'est comme tu tournes la roue à l'envers, comme tu sais, c'est toujours plus difficile. Et si tu commences à voir les choses d'une façon différente quand tu es face à un mur en disant, bon, je veux aller là, puis je continue de foncer dans le mur, mais je vais faire un pas en arrière, je vais tourner. Ah, tout d'un coup, je les vois, les chemins, puis finalement, j'aboutissais au gars que je voulais aller rencontrer dans un monde qui... Il y a plein de façons de vivre partout dans le monde, dans nos communautés. Vivre à Fermont, c'est pas comme vivre à Montréal ou à Sherbrooke ou à Racine. Il y a des façons différentes de fonctionner entre nous. C'est la même chose dans le monde. Pour moi, c'est la plus belle leçon parce que tout d'un coup, à chaque fois que j'ai un problème, maintenant, je me fais ça de même, là, tu sais, en me disant, tourne à l'envers, puis où sont les chemins, puis en bout de ligne, ben c'est ça. Il y a différentes manières de vivre, d'être, de penser. Il n'y en a pas une meilleure que l'autre. C'est pas ce que j'ai appris dans la vie, c'est que comment on vit ici, au Québec, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure, puis que dans le fond, les solutions, on les trouve partout. Puis il faut juste comme apprendre à trouver des chemins différents en changeant notre lunette d'analyse. OK, merci beaucoup. Très brièvement, puis je dirais en 2-3 mots. Hein? Parce qu'après ça, je mets la main sur l'épaule des gens, puis je leur donne un bec. Pour arrêter, parce qu'on a un petit peu de retard, donc, mais je serais bien désolé de vous couper le sifflet une deuxième fois pendant la durée du colloque, monsieur, alors allez-y. Mélanie, c'est quoi ton coup de cœur? Tu as fait des dizaines d'entrevues. C'est quoi ton coup de cœur? Ah, c'est la question qui tue, là. Surtout en quelques mots. C'est ça. En fait, je vais vous dire, c'est quelqu'un d'un peu moins connu. Il s'appelle François Bizot. C'est un ethnologue français. Il a été emprisonné dans les camps au Cambodge sous le régime de Pol Pot, là, les Khmers rouges, dans les années 70. Il a été emprisonné et le bourreau de la prison, il s'appelle le Douche, a tué des centaines de milliers de personnes, torturé, tué les gens. C'est des camps où on a exterminé des milliers de personnes. Et lui, on l'a épargné. Donc, quand j'ai rencontré cet homme-là, et il me raconte, il dit, tu sais, comme pourquoi moi, quand est arrivé mon tour de me faire couper la tête, ben, il m'a dit, toi, va-t'en, vite, sauve-toi. Puis il a continué de tuer les autres. Donc, bon, toutes mes histoires sont toujours un peu poignantes, là, comme ça, mais pas toutes, là, mais beaucoup. Et ce qu'il me raconte, c'est tout le rapport avec le bourreau en nous.
C'est des choses qu'on n'ose pas aborder là, dans la vie. Là. Personne, ce que je disais tout à l'heure, personne ne veut se voir comme un nazi. Quand on pense à la Deuxième Guerre mondiale, dans ce qui s'est passé dans l'histoire, on se dit, moi j'aurais été un juste, j'aurais été celui qui aurait caché des Juifs, j'aurais été celui qui n'aurait pas mis quelqu'un dans mon coffre pour franchir le mur de Berlin. On ne veut pas se voir comme le bourreau et autres. Et François Bizot, ce qu'il me raconte, bon, c'est qu'on a tous quelque part peut-être un côté de bourreau. Il me dit j'aurais pu être un bon bourreau. Il suffit que le contexte change autour de nous. Il suffit que tout d'un coup on se retrouve dans un contexte de guerre ou qu'on se retrouve dans une crise et qui sait comment on va être. Alors l'homme qui était le bourreau, que tout le monde appelait le monstre, pour lui c'était pas un monstre, ça fait partie de nous, ça fait partie de notre humanité et ça. C'est ça. Et ça, c'est dans toutes mes entrevues, bon, je vous résume très sommairement, c'est ce qui est le plus poignant parce qu'après, tu sors d'une entrevue comme ça et tu te demandes, toi, comment tu agis avec les autres, parce que c'est un peu ce qu'il me raconte en disant, tu sais, il y a des bourreaux, là, le patron qui tape sa tête de son employé, le petit garçon maternel qui est dominant avec l'autre, tu sais, c'est dans nos structures d'entreprise, le ministre par rapport, c'est comme, il y a un côté bourreau. Et c'est ça, dans le fond, une entrevue percutante, très corsée, et c'est ma meilleure avis parce que ça sortait tellement du discours qu'on ne veut pas s'avouer comment on se comporte avec les autres, que moi, maintenant, à chaque fois, je suis toujours en train de me demander est-ce que j'ai bien agi avec telle personne pour me dire, bon, mais dans la vie, je ne veux pas être comme ça, mais il faut que j'agisse en conséquence, puis on ne le fait pas toujours. Même nous, dans notre quotidien. Ouais. Bien, merci. En 2 mots, le coup de cœur, M. Michaud, 2 mots. Vous êtes très gentil. Merci. Merci beaucoup à vous deux, François.